Aujourd'hui, on va parler du coma et comprendre le coma. Alors, on va voir que ça recouvre beaucoup de termes que vous avez probablement déjà entendus et qu'on va un peu expliciter et essayer surtout de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est dans le coma et on va dérouler ensuite ce que ça signifie en termes de prise en charge, de pronostic et de cause. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et pour commencer, un tout petit rappel historique. Coma, ça vient du grec ancien, ça veut dire sommeil profond, donc on voit bien ce que ça peut signifier. Donc ça, c'est le 4e siècle avant notre ère. Et puis en fait, ça a été surtout réinventé ensuite au 20e siècle, à partir du moment où on avait disposé d'exploration électrophysiologique et notamment de l'EEG aux alentours de 1925, et ensuite d'expériences faites sur des chats anesthésiés dans les années 50. Et puis ça a fait beaucoup de progrès dans les années 70, vous allez voir, avec les concepts de vigilance, conscience et de dissociation entre la conscience et la vigilance qu'on va voir juste après. Alors pour commencer à parler, il faut qu'on s'entende sur des définitions. Il y a deux grandes définitions très importantes. La définition de la conscience, qui ne va pas être une définition philosophique, mais une définition un peu pratique qu'on utilise en neurologie et en neurosciences cognitives. C'est un état qui permet la connaissance de soi et de l'environnement. Et en fait, on peut dichotomiser ça en deux aspects. Le fait d'être capable de se rapporter des états mentaux. Là, je sais que je suis en train de vous parler, j'entends telle chose, je vois telle chose. C'est ce qu'on appelle l'accès conscient. Et cet accès conscient, on en a plus ou moins en fonction de l'heure du jour et de la fluctuation du cycle veille-sommeil. C'est sûr que pendant le sommeil profond, on n'a pas d'accès conscient. Pendant la veille, on en a. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience. Et en pathologie, il peut être perturbé soit par l'anesthésie générale, soit par, bien sûr, une agression cérébrale aiguë. Et on va voir ce que ça donne en pratique. Et le coma, justement, c'est la forme la plus grave d'altération de la conscience et de la vigilance, qui correspond à un patient qui a les yeux fermés, qui n'est pas vigilant et qui n'est pas réactif aux stimulations, qu'elles soient verbales, tactiles ou nociceptives. Et on va voir pourquoi. C'est parce que j'ai commencé à vous introduire les concepts de vigilance et de conscience, et en fait, au centre de la notion de coma, il y a la notion de vigilance. La vigilance, en fait, c'est ce qu'on appelle l'éveil ou arousal ou wakefulness en anglais. C'est ce qui permet au cortex d'être allumé, si vous voulez, et de pouvoir recevoir des informations. Et c'est sous la dépendance d'une région profonde dans le cerveau qui s'appelle la substance réticulée activatrice ascendante, là, qui est à peu près en violet ici, et qui se situe à la partie postérieure du tronc cérébral, c'est très profond au niveau du cerveau, et qui projette principalement sur aussi une autre structure très profonde et très importante qui s'appelle le thalamus, qui lui-même va ensuite envoyer des projections sur le cortex cérébral. Et quand ces structures ne fonctionnent pas, en gros, le cortex ne peut pas recevoir d'informations et les traiter de manière consciente. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Pour être conscient, il faut être vigilant. Vous allez voir que malheureusement, ça ne suffit pas d'être conscient, ça suffit pas d'être vigilant pour être conscient. Ensuite, justement, pour prendre conscience d'une information, une fois que les informations sensorielles sont traitées par le thalamus, elles sont envoyées sur le cortex. Mais on sait, et je ne vais pas trop détailler parce que ça nous emmènerait loin, mais qu'il y a beaucoup d'informations sensorielles, sensitives, visuelles, nociceptives, gustatives, etc., qui sont traitées en permanence par notre cortex de manière inconsciente. Et on peut tester ça chez des sujets avec de la présentation subliminale, etc. Votre cerveau est capable de comprendre le sens de mots et d'apparier des mots sans que vous en preniez conscience. Et donc ce qui nécessite et ce qui caractérise le fait de prendre conscience d'une information, c'est quand ce traitement il arrive au niveau du cortex, dans des aires bien particulières du cerveau, qu'on appelle au niveau du cortex fronto-pariétal, surtout le pariétal postérieur, précuneus singularis par ici, et puis le préfrontal dorsolatéral. Et donc ensuite, il faut aussi que l'information soit amplifiée, c'est-à-dire ça, c'est typiquement quand vous prenez un verre, vous êtes en train de faire une discussion, vous n'entendez pas les discussions qui se passent à côté, mais dès que quelqu'un dit votre prénom, vous prenez conscience de ça, et ça montre que votre cerveau il traite en permanence tout ce qui se passe dans les bruits ambiants, et qu'il y a certains stimulus qui sont plus ou moins importants sur le plan attentionnel. Et donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour être conscient d'une information. Et à chacune de ces étapes, il peut y avoir des lésions dans les réseaux neuronaux qui sont impliqués, qui vont entraîner différents troubles de conscience ou de vigilance en clinique. Alors ces troubles-là, ils sont d'abord... donc je vous ai dit que la vigilance et la conscience, c'est deux choses qui sont différentes, et donc on peut les représenter de manière orthogonale sur ce petit schéma. Et la vigilance, on va l'évaluer par l'éveil du patient, et donc la capacité qu'il a à ouvrir les yeux, soit de manière spontanée, soit quand on le stimule. Et puis un patient aussi qui aurait des rythmes veille-sommeil, même si ça c'est beaucoup plus difficile à évaluer en pratique clinique. Et la conscience, on va plutôt l'évaluer par la perception et l'interaction qu'il a du monde extérieur. Donc est-ce qu'il est capable de communiquer? Est-ce qu'il est capable donc de répondre à la commande? Est-ce qu'il suit des yeux? Est-ce qu'il interagit avec des objets qui sont dans son lit, dans sa chambre, etc. Là actuellement, j'espère que vous êtes tous dans cette bulle, c'est-à-dire que vous êtes vigilants et conscients, et que personne n'est dans cette bulle violette, donc qui correspond à l'abolition, comme je vous ai dit, de la vigilance et donc de la conscience, puisque la vigilance est nécessaire pour être conscient. Et je répète, puisque c'est quand même l'objet du cours, le coma, la définition du coma, c'est une définition clinique qui n'a pas besoin d'examen complémentaire. C'est l'absence d'éveil, les yeux fermés et aucune réponse à des stimulations. Et il faut que les stimulations soient vigoureuses.
que ce soit au moins des stimulations nociceptives. On va voir quel type de stimulation après. Et ça témoigne toujours d'une dysfonction de cette substance réticulée activatrice ascendante qui est dans le tronc cérébral, soit parce qu'il y a une lésion directe de cette structure, soit parce qu'elle souffre de conséquences métaboliques générales, on va revoir, ou d'une hyperpression qui viendrait d'une autre région du cerveau. Ensuite, il y a d'autres formes d'altération de la vigilance et de la conscience en réanimation avec des termes que vous avez probablement tous entendus. Confusion et délirium, c'est synonyme. Stupeur, omnubilation, c'est des termes qu'on emploie de moins en moins, mais qui correspondent à des degrés variables un petit peu sur ce continuum entre la conscience et le coma. Et puis, ce qui est intéressant, et je vous ai dit que la vigilance et la conscience peuvent être dissociées, après un coma, le coma ne dure jamais, en tout cas, sauf si on en décède bien sûr de complications, etc. Il y a toujours une certaine récupération de la vigilance. Les patients finissent toujours par ouvrir les yeux, malheureusement. Ils ne récupèrent pas toujours de la conscience. Et ça, on voit ça après les traumatismes crâniens graves ou les anoxies cérébrales principalement. Et il y a des états un peu frontières qui sont difficiles à définir, difficiles à comprendre et qu'on explore beaucoup, qui s'appelle l'état végétatif ou état d'éveil non répondant. Et là, c'est les acronymes en anglais et qui correspond à un état de vigilance pure sans aucun signe extérieur de conscience. Et l'état de conscience minimale qui, lui, correspond à un état de vigilance avec des petits signes de conscience, mais qui ne sont pas de la communication et qui ne sont pas des signes indubitables de conscience. Il y a des diagnostics différentiels à ces troubles de conscience, et notamment au coma. Le principal, celui dont on a probablement tous entendu parler, en tout cas dont on a tous très peur de passer à côté en clinique, c'est le Locked-in syndrome. Pour être simple, le Locked-in syndrome, c'est une lésion de la partie antérieure du tronc cérébral qui interrompt toutes les connexions motrices en fait. Donc le patient a un cortex qui fonctionne tout à fait normalement, il est tout à fait conscient de ce qui se passe, mais il est incapable de l'exprimer puisqu'il n'a aucune contraction motrice, aucune interaction avec le monde extérieur, si ce n'est, puisque c'est souvent des lésions très stéréotypées parce qu'elles sont de nature vasculaire et qu'elles touchent toujours les mêmes régions, une préservation du mouvement des yeux ou du mouvement des paupières, qui, quand on l'a mis en évidence, permet de communiquer et permet même à certains d'écrire des livres. Donc vous voyez que les patients sont tout à fait conscients. Et si vous avez lu le livre Le Scaphandre et le papillon, qui ensuite est devenu un film, vous savez de quoi je parle. Et ça, c'est très important de chercher. Et ça veut dire qu'il faut, chez ces patients-là, on verra, ouvrir les yeux, rechercher des mouvements oculaires, rechercher une réponse à la commande avec des mouvements des paupières, des mouvements des yeux, et pas juste s'arrêter à serrer moi la main, et il ne l'a pas fait, il est dans le coma. Ensuite, il y a des diagnostics différentiels un peu plus rares, qui est l'akinésie majeure, un parkinsonien complètement off de traitement, qui n'est pas du tout capable d'initier un mouvement. C'est quand même assez rare. En général, ces Parkinsons-là sont des Parkinson évolués, donc on sait qu'ils sont parkinsoniens avant. Puis il y a les comas psychogènes, alors, qui peuvent être de la catatonie, de la conversion, de la stimulation. C'est toujours très très dur. Il y a des petites caractéristiques sémiologiques. Il y a souvent tout un contexte psychologique ou psychiatrique. Bon, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut d'abord souvent chercher des causes organiques avant d'aller dans ces causes-là. Et puis bien sûr l'état de mort encéphalique qui n'est pas du coma mais qui est le décès, et ça vous connaissez tous le contexte. Alors les causes, vous allez voir que ce qu'on a dit sur la vigilance et ces structures cérébrales qui sont importantes pour la vigilance et la conscience, on va tout de suite les comprendre. En fait, dans un tiers des cas, c'est-à-dire la minorité, c'est des causes structurelles, c'est-à-dire des lésions cérébrales, soit des lésions très étendues au niveau du cortex, donc sur les régions où projette le thalamus et cette substance réticulée activatrice ascendante, soit de manière peut-être un peu plus fréquente, des lésions d'une souffrance de cette structure centrale, le thalamus et la substance réticulée, par une hypertension intracrânienne et une hyperpression. Donc quand on a une hémorragie méningée, un hématome extradural, etc. Et aussi, ça peut être bien sûr une lésion directe de cette structure, soit vasculaire, soit un abcès, une tumeur qui comprime cette structure. Ça, c'est dans un tiers des cas, c'est des lésions focales. Et dans 2 tiers des cas, donc la plupart du temps, c'est une dysfonction de cette structure à cause d'agressions systémiques, hypercapnie, hypoglycémie, on va revoir un peu une liste rébarbative tout à l'heure, mais la plupart du temps, c'est des agressions métaboliques. Alors les causes structurelles, on ne va pas tout détailler, principalement accident vasculaire, hémorragique, ischémique, cause infectieuse, la méningoencéphalite, cause traumatique, la tumeur. Il y a des petites particularités, les ADEME, c'est de la démyélinisation au niveau du système nerveux central, PRES, c'est des œdèmes vasogéniques qu'on voit dans les grandes hypertensions ou secondaires à certains médicaments, mais globalement, avec les 4 choses que j'ai listées au-dessus, vous avez toutes les causes structurelles, ou la quasi-totalité des causes structurelles qui peuvent entraîner un coma. Et puis les causes systémiques, ça, il ne faut pas oublier les causes toxiques, les intoxications médicamenteuses, à tous les médicaments qui sont dépresseurs du système nerveux central, mais aussi à certaines drogues, bien sûr. Et on oublie parfois, et c'est très important d'y penser, notamment l'intoxication au CO, qui peut donner du coma. Pensez aussi au sevrage, parfois un sevrage brutal de médicaments. Alors, du coma, c'est assez rare, mais de la confusion, ça, c'est beaucoup plus fréquent. Ensuite, dans les causes métaboliques, celle qu'on met toujours en premier, parce qu'elle est facilement traitable, facilement reconnaissable, et que si elle se prolonge, elle peut entraîner des lésions
structurelle de type anoxie cérébrale comme après un arrêt cardiaque, c'est l'hypoglycémie. Donc devant tout trouble de conscience, et encore plus si c'est un coma, il faut mesurer la glycémie capillaire ou une glycémie veineuse, et bien sûr corriger s'il y a une hypoglycémie. Et derrière, c'est les causes métaboliques classiques de l'hypoxie, de l'hypercapnie, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale avec une urée très élevée, un trouble de l'anatrémie, une encéphalopathie septique dans un contexte d'infection grave, et plus rarement des carences en vitamines comme l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Les causes endocriniennes, elles sont exceptionnelles, l'insuffisance surrénalienne, l'insuffisance thyroïdienne aiguë, mais on les liste quand même. Et alors, qu'est-ce qui découle de quand on a listé toutes les causes, on a compris pourquoi les patients étaient dans le coma, et qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a un patient dans le coma? La première chose à savoir, c'est que c'est quelque chose de grave, pour plusieurs raisons. Ça peut être à cause de la cause du coma, bien sûr, mais ça peut être aussi les conséquences du coma qui sont graves. Quand on est dans le coma, on a souvent des troubles hémodynamiques, on a souvent une moins bonne protection des voies aériennes supérieures, on peut même inhaler, faire ensuite de la pneumopathie, du SDRA, etc. Donc la première chose à se poser, avant d'essayer de comprendre pourquoi le patient est dans le coma, c'est de voir le retentissement. Et le retentissement, c'est le retentissement cardio-circulatoire classique et le retentissement neurologique, on va voir. Et donc c'est une urgence, le coma. Et la plupart du temps, ça va en réanimation. Ça, c'est ça qui m'a donné envie d'être médecin, donc je pense que je ne suis pas le seul dans la salle. Et ensuite, on passe au diagnostic étiologique. Et le diagnostic étiologique, c'est l'anamnèse. Alors, l'anamnèse, c'est l'interrogatoire. Le patient dans le coma, un peu difficile à interroger, mais pensez à récupérer le plus possible d'informations des pompiers, du SAMU, de la famille. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir à disposition ça et de savoir rechercher ces informations pour comprendre est-ce qu'il y a eu des prises de médicaments, etc. Et ensuite, l'examen, bien sûr, clinique et l'examen paraclinique, ça vient inclure en dernier, sauf la glycémie capillaire, qu'on peut même inclure dans l'examen clinique, parce que c'est un examen que vous faites dès l'arrivée du patient en réanimation et qui est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on cherche? De manière très schématique, on cherche une cause métabolique rapidement réversible. Le patient dans le coma, on fait une glycémie capillaire, il a 0,5 mmol, on le resucre, on a la cause, on a traité le patient et il ne va pas avoir besoin d'être intubé, etc. On cherche une cause infectieuse qui nécessiterait un traitement urgent et savoir s'il faut faire une ponction lombaire et mettre des antibiotiques, parce qu'une méningoencéphalite, ça peut tout à fait donner ce tableau-là. Et puis ensuite, on va chercher une cause structurelle, même si vous allez vous rappeler que c'est les moins fréquentes, qui va nécessiter peut-être un traitement neurochirurgical, même si c'est assez rare. Et ça, les causes structurelles avec des lésions focales, on va les voir à l'examen clinique et surtout ensuite à l'imagerie, avec des asymétries dans l'examen, ce qu'on appelle des signes de localisation quand on examine le patient. Et c'est pour ça que l'examen clinique du patient, c'est principalement rechercher un signe focal. Donc pour la gravité, je ne détaille pas, on recherche la gravité respiratoire, hémodynamique. Peut-être sur l'engagement cérébral, c'est important de voir la mydriase unilatérale parce que ça nous montre qu'il y a une compression soit du nerf troisième paire crânienne, soit une compression de la troisième paire crânienne, mais qui peut venir de différentes structures et qui est souvent un signe qu'il y a une hypertension intracrânienne assez sévère. L'examen neurologique, on recherche une atteinte des méninges. Donc, comme on ne peut pas demander au patient s'il a mal à la tête ou mal à la nuque, eh ben, on met en tension les méninges avec ces manœuvres que vous connaissez et qui font, vous mettez en évidence une certaine raideur. Vous faites un examen moteur où il faut voir les 4 membres et la face pour voir s'il y a justement cette asymétrie, une paralysie faciale, une diminution de la motricité au niveau d'un membre. Et le plus important et le gros message, c'est qu'il faut regarder les yeux, il faut regarder les pupilles, la mydriase dont on a déjà parlé, mais il y a aussi du myosis qui peut signer une intoxication aux opioïdes. Il peut y avoir aussi un myosis unilatéral qui peut montrer une compression du système sympathique, soit au niveau de la carotide, soit au niveau du cervelet, soit au niveau de l'apex du poumon. Et puis voilà, il faut aussi ouvrir les yeux pour ces fameux diagnostics différentiels, de savoir si le patient est capable d'avoir des petits mouvements de verticalité des yeux ou de clignement des paupières, et voir aussi si le patient suit des yeux, parce que dans ce cas-là, il ne serait pas dans le coma, mais dans un état de conscience un peu supérieur, comme un état de conscience minimal. Vous connaissez tous le score de Glasgow, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait approprié en réanimation chez les patients qui sont ventilés. Et on utilise maintenant, en tout cas c'est conseillé d'utiliser plutôt le force score, parce que la réponse verbale chez un patient ventilé, c'est inutile. Or, ce qui est important, c'est les réflexes du tronc, c'est la respiration. Vous pourrez trouver ça où vous voulez. C'est facile, le force score, je vous encourage à l'utiliser, en tout cas dans les recommandations récentes. C'est ce qui est recommandé pour les patients qui sont dans le coma, et on détecte beaucoup plus la conscience chez ces patients avec ce score qu'avec le Glasgow. Ensuite, la paraclinique, on en a déjà parlé un petit peu, des examens simples. S'il y a un signe de localisation ou si on ne comprend pas le coma, on fait toujours une imagerie, assez rapidement une PL s'il y a une suspicion d'infection, bien sûr. Et ensuite, ça peut être de l'EEG, des choses beaucoup plus compliquées. Mais globalement, pensez à la glycémie. Donc ça, c'est un petit récapitulatif de tout ce que je viens de dire. C'est pas forcément, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Et on va finir sur, bien sûr, ce qui nous intéresse tous, l'évolution et le pronostic. Qu'est-ce qu'on peut dire à la famille d'un patient qui est dans le coma? Alors, il peut y avoir deux choses. Un décès, bien sûr, soit parce qu'il
il y a une hypertension intracrânienne qui se complique d'un état encéphalique, on arrête les soins, il y a des complications du coma, un état de choc septique, etc. Mais sinon, il y a toujours une certaine récupération de la vigilance, je vous dis, mais sans forcément une récupération de la conscience. Et on peut passer par des états végétatifs, états de conscience minimale qui peuvent prolonger dans le temps, où on peut être bien sûr conscient, mais avec des gros troubles cognitifs, et on peut être conscient avec des gros troubles fonctionnels aussi, malheureusement. Et c'est pour ça que le pronostic de conscience n'est pas toujours la même chose que le pronostic et la qualité de vie du patient. Et on peut s'aider d'autres choses. En gros, le pronostic du coma, c'est le pronostic de l'étiologie, principalement. Et bien sûr, le coma de cause anoxo-ischémique, c'est-à-dire post-arrêt cardiaque, c'est la pire étiologie, on va dire. Et bien sûr, c'est pas pareil qu'un coma hypoglycémique ou hypercapnique. Ensuite, il faut bien sûr intégrer l'âge et le délai. Plus on est âgé, moins on a tendance à pouvoir récupérer de lésions structurelles cérébrales. Et puis le délai, plus on est tard après le début du coma, et notamment les troubles de conscience, plus c'est difficile de récupérer. Par exemple, 3 mois après un arrêt cardiaque, c'est assez rare qu'on continue à récupérer de la conscience, alors qu'avant un traumatisme crânien, avant 6 mois, on ne peut pas dire grand-chose, même si, bien sûr, plus on s'éloigne, moins c'est bon. Et puis ensuite, on peut s'aider d'examens complémentaires, électrophysiologiques, structurels. Je ne vais pas trop détailler parce que je crois que j'ai fini. Donc juste pour finir sur les messages importants, la vigilance, c'est central et c'est différent de la conscience. Le coma, c'est un trouble de la vigilance et donc un trouble de conscience, c'est le trouble de la vigilance le plus important. Attention au diagnostic différentiel, surtout le locked-in syndrome. Les causes métaboliques sont les plus fréquentes, mais il faut toujours rechercher une cause structurelle. Toujours la glycémie capillaire, c'est une urgence. Et puis ensuite, les explorations pronostiques, ça c'est plus spécialisé, mais c'est important aussi. Voilà, merci.